Bonsoir. Bientôt les législatives et déjà deux tendances se dégagent au sein des partis politiques. Les uns affûtent leurs armes pour la future joute électorale, tandis que les autres annoncent leur retrait pur et simple de la course. On fait le point tout à l'heure dans le Live Actu. Une nouvelle étoile sur le maillot des U17 et là nous sommes maintenant en football. Les éléphantos ont triomphé à Lomé en finale de la Coupe UFOAB. Retour dans quelques instants sur les temps forts de cette belle victoire. Outre-Atlantique, bientôt l'investiture du nouveau président Joe Biden et les détails au cours de cette émission en compagnie de Sophie Aïda. Ce soir, il sera question de leadership et d'entrepreneuriat. Notre invité, celui du talk, est le Sénégalais Tionne Niang, entrepreneur, écrivain et conférencier international. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Alors, bienvenue. Il a fallu que je revoie un tout petit peu mon Wolof quand même, hein, parce que c'est les Tionne Niang. Voilà, vous prononcez comme ça. Elle a dit Niang. Niang. C'est un G, c'est un G muet. C'est un gueux mieux. Muet. Niang. Niang. Ouais. Tionne Niang. Niang, voilà. Merci Rabia, merci beaucoup. Bonsoir Rabia. Bonsoir, oui. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va très bien. Et C'est comme toi? ça que vous intervenez au Live Weekend, là? De quoi? Vous les aidez un tout petit peu pour les prononciations? En Wolof? Oui. Oui. Très bien. S'il vous plaît, on peut me prévoir ça pour la prochaine fois. Rabia pour les prononciations. Merci, c'est bon, c'est réglé. Bonsoir Serge, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, ouais. Très très bien. Super intro. Merci beaucoup, merci. Venant de vous, ça me touche. Grand professionnel, grand amateur de zouk, grand amateur... J'avais pas mis de pommade aujourd'hui, donc vous pouvez y aller. Non mais c'est bon, moi je dis toujours qu'on répond à de la gentillesse par de la gentillesse. C'est bien. C'est important. bien ça. Et même à de la méchanceté par de la gentillesse. Exactement, ça c'est très asiatique. Tendre l'autre joue. C'est très biblique. On peut passer à elle direct. Ouais, du coup je passe à vous direct. Dites problème, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien. Et J'ai une toi? petite surprise pour vous tout à l'heure. Ouh là là. Sophie Aïda, bonsoir, comment ça va? Ça va et toi-même? Très très bien. Looking good. Oh, always shining d'habitude. You're looking good. green. Non, mais oui, et toi aussi, tu es beau. Merci. Amen. De Mais je l'accent. pense que ce qu'il voulait dire, c'est vert. Oui, je sais. Ouais, s'il vous plaît, Sophie pour les prononciations en anglais. Donc j'en ai deux là, tu vois. Bon, j'ai une petite surprise. Alors sur le plateau, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai appris, en tout cas par mes sources, bien introduites d'ailleurs, que Madame Bleu, eh bien, jouait de la guitare. Oh, wow. Oh jouer de la non, on guitare. va vérifier ça. Je me Je suis dit, viens ça- juste de démarrer et c'est juste 2 notes. faites pas votre humble. Que Faites j'ai pas votre démarré. humble. Merci Slime, Donc je ne merci suis beaucoup. pas une joueuse de guitare. Je suis très heureux de vous l'apprendre. Montre-nous comment tu as démarré. Soyez indulgents. Show me the way. Bon, déjà, on la met dans ce sens. Très bien, merci beaucoup. Mais je du coup, dois il y aura un chanteur. Voilà, je dois juste... Bon, déjà, il faut qu'elle commence à trouver les notes. Alors, non, on n'a pas besoin de Rabia chanteur. dit ça parce que Voilà. Rabia est chanteuse. Rabia est chanteuse. Rabia est chanteuse. Rabia, tu chantes très bien. Ah, très, Rabia très chante bien. bien. Malheureusement, Voilà. je ne pourrais pas t'accompagner parce bien. que je ne maîtrise que 2 notes. Donc, Ça le va, si do c'est déjà majeur- entendu, allez-y, Madame Voilà, Bleu. donc je On vous vais fait y confiance. aller. Pas d'explication. Silence plateau, s'il vous plaît. Madame Bleu, on the track. Là et là. Ok. Donc ça, c'est le ré majeur. Ouais, Jimi Hendrix, il explique un peu. Il jouait tout simplement. Parce qu'il faut monter Le... Voilà. Ouais, comme ça. Ok. sur l'autre case, sur la Tu sais troisième. jouer la guitare? Encore, Serge? ici. Non, sur la troisième. Non. Tu es la 3e. Apparemment, il y a Non, pas d'autres personnes qui savent jouer sur le plateau. Voilà. Et celui-là, voilà, sur Voilà. la troisième case. Ok, c'est bon. Depuis, on attendait. Case, pas corde, case. Ah, il faut le décaler un peu, Encore. Cours de guitare en direct, encore, mesdames, voilà. messieurs. Voilà, c'est ça. Et ils descendent, voilà. Très Et bien. là. Ah non, il faut le Bon, on descendre. va essayer. Non, ça va, Madame Bleu, merci. Je suis encore une élève. Elle m'a dit, je joue à au moins 2 notes. C'est juste 2 notes. Là, on a cherché 2 notes pendant 1 minute. Non, mais il y a Serge qui me déconcentre. Très, très bien. Ouais, Ça, non, mais c'est c'est mon moi, professeur, il me c'est moi déconcentre. qui, Mais on va pas quitter qui ici l'ai sans un les peu notes en de erreur. guitare quand Sans les même. notes de guitare quand même. Parce Ouais, que ouais. Rabia, Serge sait jouer, donc... Rabia, elle a envie de chanter. Ah ouais. Non, On peut jouer avec la bouche aussi. On peut jouer la bouche. Rabia, ils font sorte de chante-nous couper une les chanson. balais. Vous connaissez cette C'est quelle chanson? chanson? Ta-
Bon. Tadjeboy. Mais ça, il y a la guitare. C'est Il y a la la guitare guitare. par excellence. Ça, hein. c'est si, ma absolument. chanson préférée de tous les temps. Dans 2 ans, T'as 1 du an, rôle. je saurai jouer, promis. Et je chanterai à côté de toi. Alors, Avec Très plaisir. Bon, écoutez, j'ai dans pas 2 envie. mois, je fais j'ai une pas envie promesse, de- ça va bien. Dans 2 mois, on fait une émission. Madame Bleu à la guitare pour le Tadjeboy. Yes, Et là, la chanson. Moi, ouais, yes. Au Je viendrai micro. chaque jour avec ma guitare. Dans 2 mois. Est-ce que vous savez quand se tient la prochaine réunion dans l'auditorium? Parce qu'on parlera de ce On parlera de ce moment-là, je vous promets. Bon, alors pour pas qu'on en parle trop longtemps, eh bien, on va partir tout de suite pour notre tour quotidien de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est dans les lives. Parce que ça va être... Merci beaucoup Serge. Voilà, je vous la prête. On va évoquer la question des législatives et nous sommes en politique et en Côte d'Ivoire. Ben, ce sont les partis politiques soit en préparatif ou en désistement. Vous nous en parlez, Madame Bleu? Mieux Effectivement, qu'on joue sa guitare. je pense que au niveau de certains partis, les notes sont désaccordées. J'espère que j'utilise la bonne expression. On va démarrer déjà avec l'équipe du RHDP. Donc, selon la plateforme du rassemblement Web TV, donc qui est une plateforme en ligne, le président du parti, donc le président Alassane Ouattara, a bouclé et validé la liste des candidats de son parti aux élections législatives du 6 mars. Donc, on a eu quelques informations concernant ces différents candidats. On a eu quelques noms qui ont été ébruités par le quotidien Le Patriote dans sa parution du 19 janvier. Au niveau de Abobo, on a Madame Kandia Kamisoko Kamara, Brou Adjoa Jeanne Pemon, Ouattara Brahima. Au niveau de la région du Bafing, on a également Diomondé Lassina, Bakayoko Draman. La région de la Bagoué également, on a également quelques noms, dont Touré Alpha Yaya et Mariam Traoré. Et dans la région du Bélier, on a Kwasi Kwame Brice, Ndri Philippe et Kwadio Kwame David. Encore quelques noms. Voilà. Donc ça bouge du côté du RHDP. Le chef a donné la liste, il a précisé les différents noms et je pense qu'ils sont déjà prêts, certainement pour le 6 mars. On continue au niveau du PDCI, donc on va dire l'un des partis principaux également en Côte d'Ivoire, parti d'opposition, qui également se met en ordre de bataille, mais qui est quand même toujours en attente au niveau de la validation des listes. Donc, selon le Réveil, donc, quotidien qui est proche du parti du président Bédié, la liste des candidats du PDCI sera donnée demain. Donc, on aura quelques précisions parce qu'on se rapproche quand même de la date butoir du dépôt des candidatures à la CEI. Donc, il faut véritablement se presser au niveau de ce parti d'opposition. Donc, on attend la confirmation, la liste définitive pour demain. Allez-y. Oui, et maintenant on se rapproche un peu plus d'autres partis de l'opposition, dont le COGEP et GPS, qui ont décidé de se retirer de la course des législatives. Donc le COGEP, le parti de Blé Goudé, a décidé ce lundi 18 janvier de se retirer des plateformes de l'opposition ivoirienne et de suspendre sa participation aux législatives avec la coalition citoyenne de la Voix du Peuple au sein de la CDRP, coalition d'opposition, dans une déclaration qui a été faite dans les médias. Et cette déclaration était signée de M. Patrice Saraka, qui est secrétaire général du COGEP et président intérimaire de la Voix du Peuple. Donc, il a déclaré qu'il entendrait poursuivre et renforcer leur tournée de compassion et de solidarité, d'écoute et de consultation des populations afin de définir avec elles leurs priorités, mais il ne compte pas, en tout cas, rejoindre la coalition du PDCI et celle de EDS. Alors, justement, au niveau de cette opposition-là, apparemment, on ne file pas que le parfait amour, parce que le FPI n'est pas, dit-on, très très content du PDCI? Éffectivement, le FPI, par la voix de son président Pascal Afine-Guessan, on va dire, s'est senti floué parce qu'ils étaient censés, en tout cas, dans une forme d'union commune, avoir une liste commune. Et il s'est trouvé que ces derniers jours, il était prévu des rencontres au niveau du siège du parti, donc du PDCI, où il y avait le FPI et EDS. Malheureusement, EDS n'était pas présent. EDS était présent ce jour-là, mais le PDCI n'était pas représenté. Et donc, il ne pouvait pas statuer à ce moment-là. Le lendemain, le dimanche, ça s'est répété. Donc, le même scénario, cette fois-ci, le PDCI n'était pas présent et EDS était là.
et le FPI était représenté, mais ils ne pouvaient toujours pas statuer parce que l'un des membres de la coalition n'était pas présent. Ils ont fini par dire ça suffit là. Ça suffit. Il y a un truc de pas net dans cette affaire de présent, pas présent. Et effectivement, n'essayez pas de nous la faire à l'envers. Finalement, ils décident donc de se retirer. Mais le FPI a dit continuer d'échanger avec les autres partis membres de la plateforme qui partagent quand même le même objectif pour aboutir à des accords, on l'espère pour eux. Du genre, ils ne parlent plus avec le PDCI, mais ils parlent avec les autres. Ils parlent avec les autres. Après, on se dit que c'était certainement prévisible parce que avoir des listes communes avec un consensus, avec ces partis d'opposition qui, on le sait, depuis des années, quand même se faisaient quand même la guerre. Oui, non, mais on se rappelle Ils étaient séparés. Mon optimisme, vous étiez plutôt pessimiste. Moi, j'étais déjà pessimiste et on sait qu'en général, les partis d'opposition, ils travaillent aussi. Ça s'oppose. Voilà, ça s'oppose. Voilà. Et en général, ils sont toujours d'accord sur leurs désaccords. Donc, moi, je ne me faisais pas d'illusions de toute façon. Mais c'est dommage quand même pour leurs partisans parce que cette unité qu'on avait vue pendant la période préélectorale et qui avait connu un point d'orgue avec le dialogue politique, avec la rencontre entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, qui augurait en tout cas de cette forme d'unité avec l'opposition derrière le président Henri Konan Bédié. On se rend compte qu'il y a de l'eau dans le gaz finalement et qu'il y a surtout un problème de leadership. Entre un parti comme le PDCI qui n'a pas l'habitude de s'opposer parce qu'ils ont toujours quand même été proches du pouvoir, et des partis d'opposition qui ont quand même l'habitude de lutter, de se battre, voilà, on sent qu'il y a une sorte de leadership, de problème de leadership ou d'ego pour trouver un consensus commun sur les listes. Je dirais que c'est un bon mélange, un bon cocktail Molotov qui a fini par péter. Et là encore, nous n'en sommes qu'aux prémices de cette explosion, je pense. Effectivement, nous sommes vraiment aux prémices. Et puis on vient de l'apprendre, le dernier délai donc, pour le dépôt des candidatures, la date est pour le 22. Oui, le 22 janvier. Le 22 janvier. Oui. Le 22 janvier, voilà. Donc je pense que c'est cette date-là qui a mis la pression au FPI. Ils se sont dit, écoute, ça commence à bien faire cette histoire de présent et pas présent. Parce que ils ont peut-être l'impression de se faire avoir finalement. Ouais. Donc là, on se rapproche de la date butoir et il faut déposer les dossiers. Et si on reporte des réunions comme ça à n'en point finir. Qui s'allongent, si on reportait de report en report, on va se retrouver finalement absent des listes. Le 22, c'est vendredi. C'est ça, exactement. Bon, on va un tout petit peu parler sport, histoire de revenir au jeu, à notre jeu cette fois. Il n'est pas électoral, il est footballistique. Eh bien, ce sont les éléphants vainqueurs qui rentrent de Lomé. Les éléphantos. Les éléphantos. Ils ont 17 ans. En tout cas, ils jouent mieux que les éléphants, évidemment. Il y en a pas de... Enfin, je dis comme ça parce que j'ai des copains dans les éléphants. C'est les éléphants de l'avenir. Ouais. Donc, on va être optimiste. Donc, ils ont triomphé à Lomé, comme tu l'as expliqué, Brice. Et ils ont réussi un parcours sans faute, c'est à préciser dans ce tournoi-là. C'est le tournoi UFOAB. D'accord. UFOAB. UFOAB. Oui, des nations des cadets qui a eu lieu au Togo du 5 au 18 janvier de cette année 2021. C'est discret quand même comme compétition. Oui, quand même. Mais je crois que c'est ce qu'on va faire. On va de moins en moins s'intéresser aux... Oui, non, mais c'est toujours comme ça. Le calendrier de la FIFA a été bousculé par rapport, de la FIFA, le calendrier mondial et surtout au niveau africain par rapport à Covid. Et donc là, tu as le Chan qui a repris également, mais en catimini. Donc on n'a pas forcément beaucoup de retentissement dessus. Plus grosse. Oui, mais du coup, on en parle ce soir et c'est très bien. L'occasion de les féliciter parce qu'ils ont... Oui, mais du coup, ils ont fait un parcours sans faute. Déjà. Oui, ils ont battu les Nigérians. De grandes équipes en plus, les Nigérians 1-0, les Ghanéens aussi. Le Ghana et le Nigeria, ce n'est pas des petites équipes, historiquement parlant. Et lors de la dernière rencontre du groupe B, c'était le mercredi, leur dernière victoire. Et ça leur a permis de conserver leur fauteuil de leader dans le groupe, dans la poule devant le Nigeria, justement. Et en demi-finale, ils ont pris le dessus face au MENA Cadet du Niger, 1-0. Ça, par contre. Et... Bon. Le donner du fil à retordre oui, c'est vrai. Au senior. Tu minimises Il vient de minimiser. Non. Mais quand même, franchement, objectivement. Dans les grandes nations de football, je ne sais pas si c'était le Niger. Nigeria, voilà, c'est pas moi qui le dis. Voilà, Ghana, Nigeria et Niger, c'est pas comparable. Okay. Il n'y a pas si longtemps que cela, ils nous ont donné du fil à retordre au senior. Donc pour dire qu'il n'y a plus cette forme de hiérarchisation. Il n'y a plus de petites équipes. Moi, je pense que sauf si, avec le Cameroun, attention. Mais sauf aussi,
Et le Sénégal aussi. Très bien. Sauf si même si on n'a jamais rien gagné, mais bon. J'ai fini par dire tout ça, c'est à cause d'éléphant. Et donc, ils ont rencontré le Nigeria en finale et ils ont remporté le trophée de ce tournoi-là. Et ils sont qualifiés pour le Cannes Under 17. La CAN Dis-moi, de le- Under 17. Oui, J'ai under dit bien 17. 17. Yes. Under moins de 17 17. ans. Voilà, des moins de 17 ans, mais bon. Enfin, le truc consacré, c'est U17. C'est ça, Voilà, 17 ans, U17. ok, voilà. Des moins de 17 ans total. Ouais. Et au Maroc, prévu du 13 au 31 mars 2021, Inch'Allah. Et c'était prévu à la base en juillet, mais bon, après, peut-être Covid oblige, ça a été reporté en mars. En mars. Juillet de l'année dernière, je précise. Ça va Bravo aux éléphantons. Ça va. Bravo, Ça va. bravo. J'avais une petite news pour voir le sourire de Rabia, ça va très certainement Ouais, vous faire dis-moi. plaisir. El Hadji Diouf était de passage à Abidjan, je pense qu'il y est toujours. C'est vrai? Ouais. On va l'inviter ici ou pas? Ça sera Let's la wait semaine and des see. Sénégalais. Sur le plateau du Live Sport. Mais C'est ça qu'on dit, franchement, non vous aurez, si vraiment vous l'invitez, vous aurez un très bon client. Ah ouais, ça va. Let's wait and see. C'est ça qu'on dit, non? Wait and see. Ah ouais, il faut peut-être C'est voir un du côté du miracle. week-end Ouais. aussi. Hein, pour Life ce- Weekends? ouais, Life Weekends. Ouais, All c'est right, fou. all Merci, right. mais- Comme le film. Et on reste dans le domaine du sport et on parle cette fois d'un retrait. On l'avait reçu sur ce plateau. Ouais. Roland Danon, donc arbitre international. Mais plus maintenant, en tout cas, il a été retiré de la liste des arbitres internationaux. Et celui-là, ça passe plutôt mal. Bah ouais, il a été retiré de cette liste-là, ça passe quand même assez mal. C'est quelque chose qui fait jaser un peu tout le monde, puisque On se pose c'est des quand même questions, un voilà. arbitre on va dire d'un level international. Hein. Il a prouvé donc pour cette saison, pour les saisons antérieures, mais pour celle-ci, finalement, ça s'arrête là. Donc pour l'ancien arbitre doué et président de la commission centrale des arbitres CCA, Dwayne Nouamé-Diez, l'arbitre Roland Danon a été international pour une année, qui pouvait être renouvelé ou pas. À en croire donc le président de la CCA, que cite le Nouveau Réveil. Ce n'est pas parce que Danon a passé un test physique qu'il doit automatiquement être reconduit comme arbitre international. Notre choix s'est porté sur lui parce que c'était le plus âgé et qu'il n'était pas classé à la CAF. Il ne peut plus rien apporter à l'arbitrage ivoirien sur le plan international, rapporte le Nouveau Réveil, qui mentionne Doué Nouamé-Diez. Donc pour des arbitres membres de l'AMAFSI, Roland Danon n'a nullement atteint la limite d'âge de 45 ans définie par la FIFA pour être retiré de la liste des arbitres internationaux. Et pour les arbitres ivoiriens, le retrait de leurs collègues est lié au processus électoral suspendu à la FIF, donc la CASA de la FIF qui est encore présente. Afin une victime. Donc Et- c'est l'AMAFSI ça. que dirige Roland Exactement. Danon a accordé son soutien à un candidat autre que celui du bureau sortant de la CCA. Dans une interview à l'Infodrome diffusée le 19 janvier 2021, le concerné Roland Danon dit être persuadé que c'est son soutien à Drogba dans l'affaire de parrainage, dans le cadre du processus électoral à la FIF, qui lui vaut un retrait de la liste des arbitres internationaux ivoiriens. Encore une fois, la CASA de la FIF. Donc, hier, lundi 18 janvier, les arbitres à la demande donc, de la commission régionale d'Abidjan, CRA, ont envahi le siège de la Fédération ivoirienne de football pour réclamer justice pour Roland Danon, retiré des arbitres internationaux ivoiriens. Voilà. Est-ce une chasse aux sorcières ou pas? Mais bon, après, Nouveau rebondissement dans la il ne faut pas avoir des complots aussi partout. Hein. C'est vrai que les conditions dans lesquelles il avait mis en place un comité pour donner sa voix au candidat Drogba. Donc les conditions aussi n'étaient pas très claires. On l'avait reçu sur ce plateau. Bon, il ne faut pas voir le complot partout. Je ne le défends pas, mais il ne faut pas voir le complot partout. En tout cas, la FIFA a demandé qu'on reconduise les arbitres internationaux de l'année dernière en raison de la Covid-19. Danon Roland a du reste réussi le test physique. Donc on dit qu'il est vieux, alors que non, il n'a pas forcément atteint l'âge des 45 ans. Chasse aux sorcières ou non, wait and see. Ok, on va s'en tenir assez rapidement. On va retrouver Sophie Aïda pour parler de l'investiture de Joe Biden. Et qu'est-ce qu'il faut savoir autour de cette investiture-là? Alors, Les déjà, il choses faut- se mettent en place, les- la sécurité. Oui, alors, il faut savoir que les yeux du monde entier seront braqués sur la capitale Washington DC demain pour l'investiture du 46e président américain Joe Biden. Et voilà, donc alors,
il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, selon déjà le 20e amendement de la Constitution américaine, l'inauguration a lieu tous les 20 janvier et ce, tous les 4 ans. Donc, ça tombe cette année, demain, mercredi 20. Alors, le mandat du président sortant Donald Trump, normalement, se termine à midi et Joe Biden est supposé prêter serment à ce même moment. Je dis supposé parce qu'aujourd'hui, avec les États-Unis, on ne sait jamais. La thématique pour cette année de l'inauguration sera America United, donc l'Amérique unie. Et je pense que c'est un sujet qui vient à point nommé avec la situation de division que connaît le pays actuellement, notamment donc avec les attaques au Capitole qu'on a pu voir. Il y aura des performances malgré la Covid. Il y aura Lady Gaga qui va chanter l'hymne national. On sait que Lady Gaga, c'est une des très bonnes amies de Joe Biden qui a été très active pendant sa campagne. Jennifer Lopez aussi qui fera une performance musicale. Et puis il y aura des prières du révérend Sylvester Beeman de Bethel African Methodist Episcopal Church du Wellington dans le Delaware, qui est donc l'État maire, on va dire, de Joe Biden. Ensuite, dans la soirée, l'acteur Tom Hanks va animer une émission spéciale de 90 minutes pour justement célébrer cette journée d'inauguration. Et il y aura des performances d'artistes connus tels que Justin Timberlake, John Legend, John Bon Jovi, et puis Kerry Washington et Eva Longoria, les actrices, qui, elles, vont intervenir aussi pendant cette inauguration. Ensuite, pour les anciens présidents qui seront présents ce jour-là, Donald Trump avait annoncé en début janvier qu'il ne sera pas présent, qu'il va, he's gonna miss the inauguration. Donc on verra demain, let's wait and see. Par contre... je pense qu'il va s'y tenir, franchement. Et ça sera le tout premier président à ne pas assister, je pense. Exactement, parce que traditionnellement, le président entrant et le président sortant font le trajet ensemble jusqu'au Capitole. Et c'est vraiment pour montrer la transition de pouvoir, la passation dans la paix. Donc on va voir ce qui va se passer demain. En tout cas, on sait que... Moi, je trouve que c'est un homme de spectacle, il est capable de se présenter. Moi, on sait que Mike Pence sera lui présent, par contre, le vice-président. Et puis il y aura évidemment Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton. Malheureusement, Jimmy Carter, donc un ancien président aussi américain qui a 96 ans, ne sera pas présent dû à la pandémie. Est-ce qu'il y aura un public? Parce que j'ai vu des drapeaux. Justement, alors il n'y aura pas de public malheureusement, comme prévu, juste pour la sécurité, non seulement à cause de la crise sanitaire, mais également à cause de la sécurité. Donc il n'y aura pas de public. La ville de Washington DC ressemble à un camp d'armée. Il y aura 21 000 personnes de la garde nationale qui seront déployées justement pour la sécurité. Les magasins sont fermés, les routes sont barricadées, les monuments aussi. Donc voilà, ce sera vraiment... Le public a été remplacé par des drapeaux. Par des drapeaux, parce que on pourra pas avoir de rassemblement ce jour-là. Donc pour ces deux raisons, c'est bien dommage et ça va vraiment être une première pour cette inauguration américaine qui, je pense, marquera l'histoire. Investiture. Non, oui, inauguration d'investiture de Joe Biden, qui marquera donc, comme je disais, l'histoire de l'Amérique à jamais. Quoi. Écoutez, je vais lancer la pause, s'il vous plaît. On va vous remercier pour tout ce tour d'informations. On va marquer une pause et juste après, on reçoit notre invité. L'invité du Talk est celui qui nous rejoint à présent. Il nous vient du pays de la Teranga. Yeah. Il est entrepreneur, conférencier, il est écrivain. Il a fait le tour du monde pour parler de leadership et d'entrepreneuriat. Sur ce coup... J'étais encore avec le nom. Monsieur Tionnian. Tionnian. Voilà. On nous a précisé que le G ne se prononçait pas. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci. Un petit tour. Merci beaucoup. On évoque un tout petit peu votre arrivée aux États-Unis en janvier, avec seulement 10 000 francs en poche. $10. $20, sorry. D'accord, avec pour objectif en tout cas de sortir votre famille de la pauvreté. Et vous réussissez un exploit. Comment vous y arrivez? Bon, arriver aux États-Unis, même avant d'arriver aux États-Unis, pour moi l'histoire n'est rien d'extraordinaire. Hein. C'est la majeure partie de la jeunesse africaine qui sont à l'extérieur aujourd'hui, nos immigrés. Ils voyagent pour aller se chercher, aller trouver une opportunité pour revenir changer la vie de leur famille, la vie de leur communauté, changer leur vie eux-mêmes. C'est ce qui m'avait poussé à sortir du Sénégal, parce que je voyais des choses chez moi que je devais faire quelque chose pour changer la vie d'abord de ma mère, ce qui m'avait vraiment motivé et je voulais faire quelque chose tout de suite. Donc après le bac, j'ai tout fait pour avoir le visa 3 fois, 4 fois.
ils m'ont refusé le visa. Finalement, je suis arrivé aux États-Unis avec les 10 000 francs qui restaient sur l'argent que j'avais emprunté pour faire le billet d'avion. Comme tous les immigrés, j'ai commencé à nettoyer les tables à Bronx, après Cleveland, Ohio, après l'université. Donc, je me suis impliqué en politique. C'est comme ça s'est arrivé. À Cleveland, Ohio, j'étais après impliqué en commençant par d'abord le volontariat dans les campagnes et tout ça. Après, j'étais le premier noir élu des jeunes démocrates là-bas à Cuyahoga County. Je précise que vous vous occupez de responsabilités importantes auprès du Parti démocrate aux États-Unis. Ça, c'est extraordinaire. Exactement. Alors justement, moi, je voulais savoir, parce que votre parcours est quand même très impressionnant. Et quand on parle de l'histoire, de comment vous avez fait pour arriver et le processus pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui, quelles sont les valeurs que vous avez gardées, qui vous ont motivé pour atteindre vos objectifs? Valeur que j'ai acquis de ma famille, c'était d'abord de travailler dur et d'être honnête à moi-même. C'est-à-dire de ne pas faire des raccourcis. Il faut avoir le courage d'aller, même si c'est dur. Et surtout l'optimisme. Sur mon premier livre, je parle toujours de... mon premier livre, ça s'appelle « Mémoire d'un éternel optimiste ». Je suis un optimiste têtu, je suis un éternel optimiste. Il y a eu trop de difficultés, si vous lisez mon livre, des obstacles qui, pour beaucoup de jeunes, ils vont lâcher, ils vont dire, bon, ça ne vaut pas la peine. D'abord, par le visa, arriver aux États-Unis sans famille, la difficulté, comme beaucoup d'immigrés, on le vit avec le froid, etc. Mais je n'avais pas de famille, mais aussi je n'avais pas de bourse, 2-3 jobs, aller à l'université en même temps. Mais tout ça, j'avais toujours ces valeurs avec moi où je dois encore pousser les limites. Je dois encore pousser les limites, je dois travailler plus. Et je dois croire en moi et aussi à la possibilité de réussir. Et les États-Unis, c'est comme ça aussi. Hein. Si vous avez des rêves et vous avez le courage de travailler et de poursuivre vos rêves, tout devient possible. Tout devient possible. Et c'est ce que je rêve aujourd'hui de créer avec nous, notre jeunesse ici en Afrique. The land of opportunity. Exactement. Il y a un point, déjà, avant de poser ma question. Vous avez immigré de façon régulière, on est d'accord. Bien sûr. Et je pense que certains jeunes immigrants aimeraient suivre votre exemple. Donc, est-ce que vous avez 3 points clés, 3 conseils clés que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent en tout cas suivre votre exemple et surtout atteindre cette réussite que vous avez? Parce que nous avons que de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, ce serait pas judicieux de partager votre expérience. Donc justement, c'est ça l'importance de votre présence sur ce plateau. Ils sont très nombreux, ces téléspectateurs, ces jeunes qui nous regardent ce soir. Et donc aujourd'hui, c'est un partage d'expérience qu'on souhaite avoir avec tous ces jeunes-là et toutes ces personnes-là qui nous regardent aussi. Hein. Alors donc, Madame Bleu... vos 3 points clés ou 3 conseils clés lorsqu'on est un jeune et qu'on décide d'immigrer dans un pays qui n'est pas le nôtre, comment faire pour atteindre ces objectifs? Bon, d'abord, je dis à ces jeunes que... Moi, je ne peux pas dire à ces jeunes de ne pas voyager. Je le dis toujours parce que j'ai tenté ma chance. L'Afrique m'a fait naître, mais l'Amérique m'a fait grandir. Donc, je ne peux pas retourner ici en Afrique, mon pays Sénégal, pour dire aux jeunes, il ne faut pas voyager. Je pense que le voyage fait grandir. Et si vous le voyez aujourd'hui, les jeunes Américains, les jeunes Européens, ils ont la chance, après 20 ans, 19 ans, ils font des backpacks, ils voyagent le monde, ils regardent la carte du monde, ils vont partout où ils veulent, mais dans nos pays sans visa. Et c'est là où moi j'ai un problème, parce que, et là je parle avec nos États et aussi les États européens, il faudra ouvrir les portes pour ces jeunes, parce qu'ils doivent voyager, ils doivent apprendre. Je ne peux pas leur dire, ce que je leur dis, c'est qu'il faut le faire dans les règles, d'accord? Parce que les visas, ça ne se vend pas, c'est free. Quand j'ai vu que je voulais voyager, la première chose de fait, je suis allé à l'ambassade des États-Unis, j'ai pris les informations. Ils m'ont dit non, je suis revenu, ils m'ont dit encore dit non, jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus. Après, ils m'ont donné le visa. Donc, ce que je leur dis, c'est que ce qu'on dit en Wolof, Youssou N'Dour, il dit quelque chose d'extraordinaire dans notre langue, ça s'appelle, elle va comprendre, elle est un peu sénégalaise. Djom moy tuki, mais full moy ñibisi. Ouais, full moy ñibisi, ça veut dire, parfois on voyage avec la dignité pour aller chercher notre dignité, changer la condition de vie de nous-mêmes et de notre famille. Mais c'est le courage qui fait revenir et bâtir et reconstruire notre continent. Et c'est ça, moi, je vais rester. C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, est en construction et a besoin de sa jeunesse, a besoin de sa diaspora, à ces jeunes qui ont voyagé, qui ont vu le monde comme nous, qui ont vu ce qui se fait ailleurs, comme vous tous. Maintenant, c'est le temps à nous de faire le retour et de partager cette expérience avec la jeunesse africaine, nos jeunes frères et sœurs, pour créer des opportunités pour eux ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi les laisser voyager, ceux qui veulent voyager. Et ils ont les opportunités de voyager. Il faut aller encore plus loin. Est-ce que dans votre plan de départ,
lorsque vous étiez prêt à voyager, malgré les refus de l'ambassade des États-Unis, vous étiez prêt, après quelques années, vous avez pour ambition de revenir de votre pays d'origine pour le bâtir? Moi, à la base, c'était d'abord l'idée, c'était toujours de voyager, aller apprendre, acquérir des compétences pour être encore plus utile pour mon pays. C'est d'abord à la base. Je n'ai jamais lâché cette notion, cette mission. Même quand j'étais aux États-Unis, quand tout allait bien, quand on est vraiment au cœur de tout, hein, avec les jeunes démocrates, avec le parti, à la Maison-Blanche, quand je voyageais le monde, j'ai jamais, cette idée ne m'a jamais quitté que le pays, le Sénégal, mon continent a besoin de moi. Et je me rappelle, ma première rencontre avec le président Obama, c'est ce qu'il m'a dit. Vous êtes du Sénégal, on a parlé un peu, il m'a dit, il ne faut jamais oublier ton pays. Et moi, je savais ça déjà, que je n'allais jamais oublier que je devais revenir et participer sur la construction de mon pays. Mais monsieur Niang, justement, quand on vous écoute, cette envie de voyager-là peut faire penser qu'on ne peut pas forcément réussir ici tant qu'on ne voyage pas. Absolument non, non, absolument du tout. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté le pays. Ici, en Côte d'Ivoire, la même chose au Sénégal, qui font beaucoup plus que nous-mêmes. Et je dis ça à la jeunesse. Parce que vous êtes parti une fois, deux fois, 3 fois pour le visa. Exactement. On s'était dit, mais si vous ne partez pas, là, on a l'impression que si vous c'était mes rêves. Chacun doit aussi suivre ce qu'ils ont comme rêve, ce qu'ils ont comme ambition. Ce que je dis à la jeunesse, si vous avez des rêves, poussez les limites, allez plus loin pour suivre vos rêves. Mais voyager ne veut pas dire réussir. Hein? D'accord? Voyager ne veut pas dire réussir, mais ça ne veut pas dire aussi faire en même temps. Il y a des gens qui restent, qui réussissent, et il y a des gens qui restent, qui ne réussissent pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir réussir ce que j'ai fait aux États-Unis. Mais il y a des gens aussi qui sont là, qui n'ont pas eu cette chance. Donc, c'est difficile de décider par, oui, il faudra aller à l'extérieur pour pouvoir réussir. Ce n'est pas le cas. Je ne dirais pas ça. Il faut surtout croire en ses convictions. C'est tout ça. Justement, ça tombe bien que vous parliez de jeunesse. Oui. Aujourd'hui, on sait que vous vous positionnez en tant que mentor, surtout auprès de la jeunesse sénégalaise. Ça tombe bien également que vous parliez de rêve. On sait que vous avez eu beaucoup d'ennuis avec la police sénégalaise et le gouvernement sénégalais, en l'occurrence, à un certain moment. Est-ce que dans vos rêves, être président de la République du Sénégal, ça en fait partie? Écoutez, là où on est, on a un président au Sénégal, le président Macky Sall. Nous, notre rôle, c'est d'aider le président à réussir sa mission. Parce que s'il réussit sa mission, il le fait pour notre pays. Parce que moi, je veux voir mon pays. Je rêve pour que le Sénégal fasse partie des meilleurs pays du monde. Ce que je vois aux États-Unis, en Singapour, dans les autres pays comme la France, etc. Je rêve de ça pour que mes enfants ont ces mêmes opportunités, ces mêmes universités, ces mêmes hôpitaux, ces mêmes infrastructures. Je rêve que l'agriculture de mon pays aujourd'hui, de mon continent, puisse nourrir le monde au-delà de juste du Sénégal. Et je rêve de ça et je n'attends pas d'être en politique pour pouvoir le faire. Pour moi, le changement qu'on a besoin dans notre continent, on n'a pas besoin d'être dans des postes politiques pour le faire. On peut, à notre niveau, faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai fait le retour à mon pays pour ne pas aller directement faire de la politique. Parce qu'on a plus de 300 partis au Sénégal. Qu'est-ce que je ferais ajouter un autre parti politique pour encore occuper la télévision et parler. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise et africaine n'a pas besoin de paroles, ils ont besoin d'action. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui un pays comme le Sénégal, un continent comme l'Afrique, avec tout ce qu'on a comme terre, le soleil, la jeunesse et tout ce qu'on a. Et jusqu'à présent, c'est les autres pays qui nous nourrissent. Mais Obama n'avait pas la même définition. Obama, il a voulu également apporter un changement dans le pays dans lequel il vit et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait le faire en étant dans un parti sénateur, en devenant sénateur. Donc, comment vous pouvez peser sur le changement de votre pays si vous n'arrivez pas à changer, par exemple, les lois? Obama, hein. Je suis John Yang, j'ai ma façon de faire les choses. Et je pense qu'on a assez de politiciens en Afrique, on a assez de politiciens au Sénégal, on a encore besoin de beaucoup plus de social entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux qui peuvent créer des projets qui peuvent coûte que coûte impacter la communauté. Là où je vis, dans mon village, moi j'ai décidé d'aller vivre dans un village. Je sors de Dakar dès que j'arrive loin de la ville pour pouvoir impacter le village, là où je suis, là où je fais l'agriculture en même temps. Mais bon, tout ça, on verra dans le futur. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas pour l'instant intéressé de la politique. Maintenant, le futur, on verra ce que... De la vidéo. Bien sûr, dans le futur, on ne sait pas. Oui. Oui, j'ai une question justement parce que vous avez parlé justement d'un retour aux sources, retour au Sénégal, d'entrepreneuriat social, d'agriculture.
Vous quittez les États-Unis, après un parcours comme celui que vous avez eu là-bas, vous rentrez au Sénégal, vous ne vivez pas à Dakar, vous allez au village pour investir dans l'agriculture. Pourquoi le choix de l'agriculture? Parce que moi, ça me rend triste hein, que je vois... J'ai parcouru le monde, j'ai fait beaucoup de pays. Hein, et quand je viens chez moi, je vois cette opportunité qu'on a. Aux États-Unis aujourd'hui, à 15h, 14h, 15h, on n'a pas le soleil. Hein. 6-7 mois au Canada, même chose. Donc je ne peux pas comprendre la France, l'Espagne, tout ça, ils sont dans le noir, c'est grey. Il y a le snow partout. Et comment ces pays nous envoient de la nourriture? Ça m'a rendu triste à maintes reprises quand je viens au Sénégal. Je vois, on prend de l'huile jusqu'à l'Ukraine. Le riz, on a le Wallo au nord de notre pays, où on a le riz à gogo, à côté de la Mauritanie, mais on prend du riz jusqu'à... Je suis allé en Indonésie, dans les montagnes là-bas, j'ai vu des femmes qui font le riz pour nous nourrir, nous, en Afrique. Et ça m'a fait trop mal. Donc j'ai dit, mais écoute, je ne peux pas être juste sur Facebook ou dans les réseaux sociaux et complaindre pour ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Mais je dois prendre acte, je dois faire quelque chose pour ça. Puisque j'ai les moyens pour investir sur l'agriculture, c'est très expensive, c'est très difficile. J'ai galéré avec l'agriculture, mais je me suis mis dedans, je suis allé dans les champs, j'ai acheté des champs, j'ai fait des fermes. Et aujourd'hui, j'ai fait travailler beaucoup de jeunes. Et aussi, au-delà de ça, maintenant, on a construit un institut agriculture to teach young people how to do agriculture. Et ça, c'est vraiment le déclic, c'est venu par là, de voir que qui te nourrit te contrôle, hein. C'est simple. Et on ne peut pas continuer à rester que les gens nous nourrissent et on pense qu'on est indépendant économiquement. On ne l'est pas jusqu'à ce qu'on puisse nous nourrir et nourrir le monde. Très bien, vous avez une question? Oui, j'ai bien envie qu'on parle aussi de ces relations avec Econ. Vous avez participé au projet Light, cofondateur de Light in Africa. Mais aujourd'hui, vous parlez de rêve, vous voulez que quand vous voyez des villes comme des pays comme Singapour, etc., vous voulez ça pour le continent africain. Je veux ça que j'aurais. Au Sénégal, il y a Econ City qui a été proposé, la maquette présentée aux Sénégalais, très futuriste. Mais justement, cette population africaine et sénégalaise en particulier n'a pas semblé être prête pour ce type de changement. Ça a suscité d'énormes, de vives réactions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment vous voyez cet état d'esprit africain, je dirais, par rapport à ce changement et à cet esprit progressiste? Et je pense que ça, c'est une très bonne question parce que la majeure partie de ce que nous voyons aussi souvent dans nos pays, si ça vient de l'extérieur, si c'est quelqu'un d'autre qui l'amène, c'est bon, on n'en discute même pas. Et c'est le problème même de nous, de la diaspora. On décide, quand on quitte nos pays, on rêve de revenir, de faire quelque chose, de participer. Mais dès qu'on arrive avec nos projets, on commence à faire quelque chose, on devient des soupçons. On nous regarde, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une ambition? Est-ce qu'il n'y a pas une ambition? Et on doit avoir des ambitions, parce que c'est ce qui fait changer nos nations. Tous les pays qui ont changé, ont été changés par qui? Des gens qui ont des ambitions démesurées parfois qu'on ne comprenait pas. Donc, pour cette question de Econ Lighting, de Econ City, c'est un projet Econ, il a un projet, il rêve. Si on peut l'accompagner pour le réussir, c'est la réussite à tout le monde. C'est pour le Sénégal, c'est pour nos pays, c'est pour le continent. Sinon, si quelqu'un d'autre vient le faire de Dubaï ou extra, ils vont dire que c'est bon. Donc je dénonce, moi. Parce que je l'ai vu. L'attitude, la réaction. Oui. Voilà, un tout petit peu vous parliez tout à l'heure de la diaspora, on va s'arrêter sur le mot. Et aujourd'hui, ils sont très nombreux, justement, ces jeunes Africains qui sont encore au niveau de la diaspora, qui vivent souvent dans des conditions difficiles, mais qui n'ont pas toujours envie de rentrer. Quand vous avez l'occasion de les rencontrer, quel discours vous leur tenez? Moi, je le dis toujours, il faut aller se chercher, mais n'oubliez pas que l'Afrique a besoin de nous. Et aujourd'hui, tout le monde a compris, le monde entier. Vous êtes là, vous avez vu toutes les nationalités, partout ils sont là. Il y a une grande compétition ici dans le continent, géopolitique, géostratégique ici dans le continent. La Russie aujourd'hui est là, l'Amérique, l'Europe, even Turquie, etc., la Chine, tout le monde, everybody's here, parce que they know the future of the world is going to be played in Africa. Mais tout le monde sait ça, sauf l'Afrique, sauf l'Africain. Nous, on fuit notre continent et là, les gens, ils viennent pour réussir ici. Donc je dis à ces jeunes, l'Eldorado que vous cherchez aujourd'hui se trouve en Afrique. Parce que moi, cette qualité de vie que j'ai au Sénégal dans le village, je ne l'ai pas aux États-Unis. Regardons le soleil. Moi, j'avais du mal à voir le soleil 6-7 mois. Ça, juste
ça me fait retourner en Afrique. Donc, on doit aujourd'hui venir construire notre continent. L'Afrique a besoin de nous. Notre continent est en construction. Qui va le construire? On ne va pas attendre aux autres de le faire à notre place. Sinon, si on attend trop longtemps à l'extérieur, on revient, on va devenir des étrangers dans notre pays et des locataires dans notre pays. Et c'est ce qui a commencé à se passer dans beaucoup de nos villes. À Abidjan, ici, peut-être c'est un peu moins parce que vous êtes beaucoup très, speed, comme les Américains un peu. Mais voici beaucoup de pays en Afrique, tout ce qui est en train d'être fait, ça vient de nos amis des autres pays. Mais là, par exemple, cette chaîne de télé, vous avez eu l'occasion de la visiter. C'est extraordinaire. Pour un jeune Ivoirien, africain, une grande fierté. Ouais. C'est pas seulement ça. Moi, j'ai visité l'île BBR. Je pense que c'était à Miami. Hein. Et c'est fait par des jeunes Ivoiriens. Donc, pourquoi prendre l'avion pour aller jusqu'au Maroc ou bien à Miami L'Eldorado ici, c'est ça que les jeunes à la... Et vous avez parlé de, juste pour revenir, vous avez parlé d'entrepreneuriat social. Vous êtes dans l'entrepreneuriat social, mais on sait qu'il y a l'entrepreneuriat tout court. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Une grande différence. Depuis longtemps, avant, il y avait l'entrepreneuriat ici. Et l'autre côté ici, c'était les NGO, le social. Les ONG? Exactement. Okay. C'était ça, il y avait de l'espace, il n'y a rien. Les ONG, ils n'aiment pas les entrepreneurs, mais ils ont besoin d'eux toujours pour l'argent, pour pouvoir fonctionner. La même chose pour eux, pour faire du social, il faut donner de l'autre côté. Et entre-temps, des gens comme nous, on est venus ici au milieu, l'entrepreneur social, c'est-à-dire on est entrepreneur mais on est social. On parvient à créer des projets qui, la fin, ce n'est pas l'argent, mais c'est comment impacter la communauté, comment changer la vie des gens autour de nous. C'est pourquoi l'entrepreneur social, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs sociaux. Des gens qui ne sont pas juste motivés par l'argent, mais impacter la communauté. En fait, gagner de l'argent et avoir bonne conscience. Exactement. On va marquer une courte pause, malheureusement, et Rabia, on aura l'occasion de revenir à votre question tout à l'heure. Permettre à notre invité de souffler un tout petit peu. On aura toutes les difficultés avant la fin de l'émission. C'était perfect. Ah, c'était perfect. Oui, voilà, c'est ça aussi. Il faut y arriver. Yes. Voilà, à force de s'exercer, on y arrive. Alors, donc, je rappelle donc, que vous êtes avec nous pour partager donc, cette expérience-là qui est magnifique aujourd'hui, celle que vous vivez, la partager avec tous ces Africains, tous ces hommes, toutes ces femmes qui nous regardent ce soir. Et Rabia, pour lui redonner la parole, elle avait une question juste avant la pause. Justement, moi, je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler quand même de sa casquette d'auteur. Il est écrivain et parmi, entre autres, vous avez publié le livre qui s'appelle « Mémoire d'un éternel optimiste ». Avec ce qui s'est passé récemment, un peu partout dans le monde, mais j'ai envie de parler par exemple du mouvement Black Lives Matter, avec l'histoire de George Floyd, Covid-19, etc., tout ce qui a pu se passer récemment. Est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste? Je reste optimiste toujours. Je suis un optimiste, comme j'ai dit au début. Tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, il y avait d'autres événements encore beaucoup plus difficiles. Chaque génération va vivre certaines difficultés. Mais c'est les optimistes qui ont pu faire avancer les choses. À moitié plein. Exactement. En fait. On ne peut pas être pessimiste même si c'est difficile, même si on ne voit pas ce qui va se passer après the end of the tunnel. Il faut continuer à être optimiste. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie, ça va ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités, une autre façon de faire les choses. Ça permet en tout cas de provoquer des réflexions. Exact, des réflexions. Et aussi, surtout moi, ce domaine où je suis dans l'agriculture, ça va nous renforcer aussi, à nous pousser à aller vers la terre et nous nourrir nous-mêmes. Parce que là, ça devient un peu plus difficile d'acheter de l'autre côté, les frontières ont arrêté et tout ça. Et la jeunesse, je suis content de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de faire ce retour vers la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire que l'Afrique avait besoin. Peut-être si on n'avait pas cette pandémie, on n'aurait pas eu cet engouement vers le retour à la terre. Alors, moi, j'aimerais parler, vous avez fait, tout à l'heure, on a parlé d'entrepreneuriat social, vous en avez fait votre cheval de bataille, ça qu'on dit, hein, l'expression, mais le leadership également. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a beau voir qu'il y a du changement qui opère, mais tant que les gens ne sont pas boostés et qu'il n'y a pas un partage d'expérience, ce que je trouve malheureusement manque dans la francophonie, on ne peut pas voir véritablement de changement. Pourquoi, selon vous, le leadership est important? Pourquoi ça fait partie de votre cheval de bataille aujourd'hui? Rien ne peut être fait aujourd'hui dans le continent sans leadership.
I think le problème qu'on a aujourd'hui dans le continent, c'est simple, nous tous nous le connaissons, c'est qu'on a un problème de leadership, c'est simple. Et surtout le transformational leadership, leadership transformational. Leadership transformational, ça veut dire, je ne dis pas, par exemple, à la ferme, je ne dis pas à ces jeunes, allez faire ça et ça et ça et ça. Mais si, au lieu de le dire, je montre l'exemple d'abord. Si je parle de la corruption et je suis le leader, je dois donner l'exemple. Par exemple, beaucoup de nos politiques aujourd'hui en Afrique, on le sait nous tous, que beaucoup d'entre eux se sont enrichis par l'État. Ouais. Donc comment vous voulez que les gens qui vous suivent puissent écouter à vos paroles et regarder à vos actes et faire la différence? Ces jeunes, ce n'est pas des fous, hein, ils voient ce qui se passe. Ouais. Mais si on a des leaders qui se mouillent les maillots, s'ils disent aux jeunes il faut aller vers la terre, c'est eux-mêmes qui dirigent d'abord. S'ils disent il faut la transparence, il faut la justice, equitable for everyone, c'est à eux-mêmes de donner l'exemple. Donc là, on a une différence. Oui. Et ça, je pense que ce leadership est vraiment important pour notre nouvelle génération. Parce que beaucoup de ces jeunes, bien qu'il y a tellement de jeunes qui se débrouillent chaque jour, qui font des efforts pour s'en sortir, mais il y a aussi d'autres qui aillent vers la facilité, oui. Parce que c'est ce qu'ils voient, beaucoup de nos aînés, ils font. Tu vois des gens, ils n'ont pas de travail, ils n'ont jamais créé d'emploi, ils n'ont jamais travaillé, ils sont dans des partis politiques. Après 10 ans, 5 ans, ils sont élus, ils deviennent des milliardaires. Oui. Et moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'autres pays où j'ai visité pour voir comment le transformational leadership peut changer les choses. Donc c'est pourquoi je pense que ce qui m'a poussé d'ajouter sur l'Institut, pas seulement l'agriculture, mais le leadership. Comment servir nos communautés, comment servir notre pays, comment servir notre continent. Et toujours le leader doit penser à cette notion de service, oui. que vous êtes en train de servir. Pas se servir. Oui. C'est pas nos dirigeants, nos présidents, nos ministres, etc. C'est pas des rois, hein, c'est des gens qui travaillent pour nous. Donc ils doivent nous servir. Donc ils doivent servir d'exemple en même temps. Et c'est ça la différence que je vois d'ici dans d'autres pays. Quoi. Et vous organisez plusieurs événements à travers le monde, justement. Je crois qu'on a vu des photos où vous rassembliez des jeunes pour justement leur parler, leur inculquer certaines valeurs. Est-ce que vous le faites toujours? Toujours. Et comment est-ce qu'on fait pour justement y participer? Chaque mois, on a 2 sessions dans notre institut. Au Sénégal ou un petit peu partout Bon, je le faisais un tout peu partout dans le monde. Mais là, avec le Covid, c'est pas évident. On va retourner un peu pour l'international. Mais là, au niveau national, au Sénégal, je reçois aussi des jeunes de partout, de la diaspora. Là, dans les fermes, il y a des jeunes qui sont de partout, qui sont dans les fermes, là, dans l'Institut agricole à la ferme, que j'ai mis avec Leadership. Bon, chaque 2 semaines, on reçoit un groupe de jeunes leaders qui vont venir se former sur le leadership. Certains ils veulent se former sur l'agriculture, tous les domaines d'agriculture, hein, tous les métiers, la production, transformation, vente, etc. Donc, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller sur notre site, geofzone.com, et pouvoir remplir les formulaires et l'équipe. Monsieur Niang, vous n'avez pas l'impression qu'avec tout ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de... Évidemment, vous essayez de faire bouger les lignes, vous n'avez pas l'impression de gêner certaines personnes? Est-ce qu'on ne vous combat pas? Bon, c'est normal, bon, ça se passe, mais c'est normal, je comprends, parce que c'est l'Afrique. On est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, malheureusement, dans les pays comme les États-Unis. Quand on travaille pour ta communauté, on ne te pose pas la question pourquoi tu le fais. Quand j'étais à Cleveland et je faisais des volontaires, je travaillais pour la mairie, je faisais des choses là-bas volontairement pour aider ma communauté parce que c'était redoutable, il faut faire quelque chose pour ta communauté. C'est la culture américaine, anglophone. Et il ne me demande pas, il me pose pas des questions, mais est-ce qu'il n'a pas des ambitions, pourquoi il le fait? Mais il ne faudra pas oublier que l'Afrique m'a vu naître, c'est mon continent. Le Sénégal, c'est mon pays. Je ne peux pas voir ce que j'ai vu à l'extérieur, tout ce qui est de bon de l'autre côté, et venir dans mon pays et laisser les choses comme telles et ne rien faire. Donc c'est pourquoi je me suis tellement engagé là où je suis dans les villages, etc. Of course, je vais gêner quelques personnes, je le sais. Mais ça ne va pas m'arrêter. Il faudra continuer.
il faut continuer à poser des actes qui peuvent aider les jeunes, la communauté et participer à ce qui va développer mon La pays. question c'est, est-ce qu'on vous retrouvera en politique un jour? Bon, en politique, ce que je fais, c'est déjà la politique. Hein. C'est la politique économique. C'est la politique sociale. En politique politicienne. Pas politique politicienne, ça on ne veut pas. Mais politique pour développer l'agriculture, pour engager les jeunes, oui, ce genre de politique, je veux le faire. Mais pour ajouter des partis politiques, ça On va terminer cette émission avec une vision. Comment vous la voyez, cette Afrique-là, dans 10 ans, dans 20 ans? Dans 30 ans. Dans 30 ans. Vous êtes optimiste? Très On le sait. optimiste. Très optimiste. Dans votre grand optimisme, comment vous la voyez, cette Afrique? Non, je vois une Afrique dynamique, une Afrique où ces enfants n'auront plus besoin de prendre les pirogues pour aller se chercher à l'extérieur. Je vois une Afrique qui va construire ses propres hôpitaux, que ses ministres et ses présidents ne vont pas prendre des avions pour aller se soigner et laisser ces enfants mourir dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas 100 francs ou 200 francs pour acheter, ou même 5 000 francs pour acheter des médicaments. Je vois cette Afrique construite par ces enfants qui va construire des écoles comme Harvard, comme Yale University, où le monde va venir ici en Afrique pour apprendre et pour se ressourcer, pour faire du business comme ils sont en train de faire. Je vois cette Afrique où sa jeunesse sera the lead of what the future of Africa will be. Et cette Afrique où je rêve, c'est les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Nkrumah ont eu ces mêmes rêves quand ils étaient à l'université en France, penser comment on va faire pour changer le continent, pour pouvoir nous décoloniser. Je rêve de ça aujourd'hui. Et je sais, on va conduire, we will drive the change that we want to see in Africa. Et si on n'arrive pas à le faire, je sais que ces jeunes qu'on est en train de former vont nous aider à changer cette Afrique-là. Moi, je suis plus qu'optimiste que l'avenir du monde se jouera ici. Et ces cartes, c'est entre nos mains, nous, la jeunesse africaine et surtout sa diaspora. Ça, je n'en doute pas du tout. Ça commence déjà partout où tu vas. Ici, c'est déjà, tu vas en Côte d'Ivoire, c'est dynamique. La jeunesse bouge. Au Sénégal, il y a une jeunesse qui bouge chaque jour. En Côte d'Ivoire, je le vois partout. En Afrique, Bénin, etc. Afrique du Sud. Et ces jeunes-là, tôt ou tard, ils vont se rassembler ensemble, ils vont se mettre ensemble, comme on est en train de le faire, de la diaspora, revenir prendre à main ce qui nous doit. Pour résumer, l'Afrique sera la première puissance mondiale, à coup sûr, à un moment donné. À coup sûr, et ça dépendra de nous, de la jeunesse africaine, de ce que nous voulons de l'Afrique. Moi, je suis plus qu'optimiste pour ça. Et ce que je retiens, c'est que vous avez cité 3 noms de 3 anciens présidents africains. Donc peut-être qu'on vous verra en politique. J'ai l'espoir. Wait and see. Wait and see. Let's wait and see. L'avenir will tell. Merci, monsieur Nia. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Thank you. Merci à Rabia, merci mesdames. Rabia Diallo, Edith Roubleux, Sophie Aïda et Serge Kachi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Les programmes continuent. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Amen. Cha,